on va commencer peut-être par les brigades internationales. Le romantisme, c'est un peu ce qu'il reste aujourd'hui, ou l'image que l'on conserve de l'engagement à l'échelle internationale. Alors, qu'en était-il précisément? Dans quel contexte se sont formées les brigades internationales? Et peut-être en rappelant aussi que les brigades internationales ne furent pas le seul moyen, le seul corps d'intervention des étrangers. Certains étrangers sont arrivés en Espagne par d'autres biais aussi. Moi, je crois qu'il faut se garder du mot de romantisme. Pour les brigades internationales, le romantisme est peut-être présent chez un certain nombre de cadres, mais chez le combattant de base, il faut se mettre dans la tête qu'il fait l'équivalent d'un service militaire et d'un service combattant. En France, par exemple, le Parti communiste a des bureaux de recrutement dans les cafés où il a l'habitude de se réunir, et lors de ces réunions, il pousse les camarades à s'enrôler. Et si vous avez un peu bu pendant la réunion et que vous êtes enrôlé, après il est trop tard. C'est-à-dire que vous êtes soumis à une discipline militaire, tout simplement. Une fois que vous avez mis le doigt dedans, c'est fini, vous ne pouvez pas reculer. Alors, parler de romantisme, peut-être, mais... C'est ce qui reste aujourd'hui, en tous les cas. Oui, c'est ce qui reste. Romantisme, peut-être, mais... C'est ce qui reste aujourd'hui, en tous les cas. Oui, c'est ce qui reste aujourd'hui. En France, par exemple, le Parti communiste a des bureaux de recrutement dans les cafés où il a l'habitude de se réunir. Et lors de ces réunions, il pousse les camarades à s'enrôler. Et si vous avez un peu bu pendant la réunion et que vous êtes enrôlé, après il est trop tard. C'est-à-dire que vous êtes soumis à une discipline militaire, tout simplement. Une fois que vous avez mis le doigt dedans, c'est fini, vous ne pouvez pas reculer. Alors, parler de romantisme, peut-être, mais... C'est ce qui reste aujourd'hui, en tous les cas. Oui, c'est ce qui reste. Romantisme... Peut-être, mais... C'est ce qui reste aujourd'hui, en tous les cas. Oui, c'est ce qui reste aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que les brigades internationales, ce ne sont pas des unités de romantiques un peu folkloriques qui s'en vont au premier coup de feu. Au contraire, ce sont certainement, parmi les unités combattantes dans la guerre d'Espagne, ce sont celles qui sont sans doute parmi les plus aguerries et les plus disciplinées. Et d'ailleurs, les cadres ont l'ordre de ne pas supporter le moindre écart de la part du combattant de base. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller insulter le camarade qui commande, de le traiter de nom d'oiseau, etc. Cela peut entraîner des conséquences très graves. C'est-à-dire que vous fonctionnez comme dans une armée classique, et même plus que dans une armée classique. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu le même genre d'organisation que dans les maquis de Mao Tse-tung, où la discipline est très stricte. C'est-à-dire que l'acte romantique, c'est peut-être quand vous choisissez de vous engager, mais une fois que vous êtes dedans, vous obéissez au chef et vous marchez. Alors, bon, ceci dit, les brigades internationales, grâce à leur force et à leur cohésion... 70 000 hommes, c'est ça? Oui, ont remporté des victoires décisives. Si Madrid n'est pas tombé aux mains des franquistes dès l'automne 1936, c'est parce que si Madrid n'est pas tombé aux mains des franquistes dès l'automne 1936, c'est parce que les brigades internationales ont creusé des tranchées dans le quartier de l'université et ont réussi à arrêter les colonnes franquistes qui possédaient des blindés. Alors, les brigades internationales, curieusement, ont remporté un certain nombre de victoires en utilisant les vieilles stratégies et tactiques de la guerre de 14, c'est-à-dire en pratiquant la guerre de tranchées et puis l'envoi de grenades ou de projectiles à courte distance. Et comme à l'époque la manœuvre des blindés n'était pas encore très sûre, eh bien, les franquistes et les Italiens se sont enlisés dans les tranchées des brigades internationales. Alors c'est vrai pour les troupes de Franco aux portes de Madrid, à l'ouest de Madrid, puisque là, le front se stabilise et il ne bouge plus. Et puis, il ne faut quand même pas oublier non plus que les Italiens ont subi une défaite de blindés remarquable et très importante en 1937 à Guadalajara, parce que Mussolini a envoyé principalement des chenillettes et des autochenilles sans accompagnement d'infanterie. Et alors, ces unités motorisées sont tombées dans les tranchées des brigades internationales et ont été capturés ou anéantis. Et alors d'ailleurs, cela a fait beaucoup réfléchir les dirigeants de la Wehrmacht, et notamment Guderian, qui a compris à partir de là qu'il ne fallait plus envoyer de blindés sans accompagnement d'infanterie et d'artillerie sur les flancs pour protéger. Donc les brigades internationales ont eu un rôle décisif, mais il ne faut pas oublier non plus qu'elles sont retirées du théâtre d'opération à l'automne 1938, c'est-à-dire que quand Staline sent que la partie est perdue, c'est-à-dire que le Pays basque est tombé au début 1937, et puis dans le courant de 1938, la Catalogne est coupée du pays valencien,
Donc ce qui reste du territoire républicain est coupé en deux. Et à ce moment-là, Staline comprend que le jeu est terminé et il retire les brigades internationales. C'est-à-dire qu'au moment de la retirada, il n'y a pratiquement plus de brigades internationales en Espagne, ou alors ceux qui sont restés combattent à titre individuel. Alors puisqu'on parle des brigades internationales, je voudrais quand même évoquer quelque chose qui se passe aux États-Unis, où il y a eu des brigadistes aussi. Je crois qu'ils étaient 6000. Et ils ont dû perdre un tiers de leur effectif, hein, d'où le film Pour qui sonne le glas. Donc, tiré du roman d'Hemingway. Voilà. Et donc, les brigadistes américains sont en train d'essayer de faire reconnaître leurs droits d'anciens combattants aux États-Unis. Et ils n'y parviennent pas. Ils sont en situation très délicate pour cela. Et malgré tout, bien qu'ils en soient là, c'est quand même malgré tout pour eux un progrès, puisque pendant longtemps, ils étaient obligés de se taire et de ne rien dire de ce qu'ils avaient fait. Parce qu'au moment de la chasse aux sorcières aux États-Unis, au début des années 50, ils étaient poursuivis pour antifascisme trop précoce. Alors ça méritait d'être souligné tout de même. Donc, toi, Stéphane Gox, tu voulais faire un parallèle par rapport à un document qu'on a récupéré il y a peu. Par rapport tout simplement au début de notre intervention sur les brigades internationales, un document qui est un de ceux qui circulent le plus en ville en ce moment, à savoir le programme du samedi 6 mars au Mediator, qui donc rend hommage ou commémore la retirada. Et document dans lequel on peut lire au sujet de ces républicains qui fuient comme des désespérés après la fin janvier 1939. Ce sont des républicains, militaires ou civils, républicains avérés, entre parenthèses de conviction, j'ai un peu mal à saisir la formule, ou entraînés par l'enthousiasme, les circonstances ou le romantisme, entre parenthèses, des brigades internationales. Voilà, un peu tout simplement pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, l'image que l'on retient aujourd'hui de cet engagement, de cette solidarité internationale. On y colle de suite l'étiquette romantisme, parce qu'en général, suit derrière le romantisme, naïveté. Romantisme parce qu'ils ont perdu, en fait. Voilà, absolument. Mais naïveté, manque de maturité, et effectivement, il est bien commode d'entretenir le culte de la défaite lorsqu'il s'agit d'évoquer l'engagement de gauche. Mais pour l'espagnol de base, il n'y a pas de romantisme. Vous êtes dans le camp républicain au moment où la rébellion se produit. Vous êtes sous les drapeaux dans l'armée espagnole. Les fascistes font leur coup de force. Vous êtes dans la zone républicaine. Ben, vous continuez votre service militaire dans les rangs républicains. Vous êtes dans les parties qui ont été conquises par les franquistes. S'ils ne vous ont pas fusillé tout de suite en trouvant que vous aviez un grand-père socialiste, par exemple, eh bien, ils vous enrôlent de force dans leur armée. Il faut bien suivre, sinon ils vous fusillent. C'est aussi simple que cela. Enfin, c'est simple. C'est simple pour Franco, puisque justement, quand il dirigeait sa légion au Maroc, Franco faisait régulièrement fusiller ceux qui n'avaient pas compris assez vite pour obéir. C'est là qu'il a commencé à montrer son côté hyène féroce. Comment dire et alors, ce qui est dramatique, c'est quand vous êtes dans un camp et que vous êtes prisonnier de l'autre. Parce que parfois, on vous donne la chance de changer d'uniforme ou de passer de l'autre côté, mais parfois aussi, on fusille en masse. Alors, c'est notamment ce qui est arrivé à ces malheureux Basques. Regardez les Basques. Alors, les Basques sont foncièrement catholiques traditionnalistes. Quand on regarde le drapeau basque, je crois me souvenir que le rouge, je ne me souviens plus ce que c'est. Il y a le blanc et le vert. Le vert, c'est le chêne sacré de Guadalajara. Non, pas de Guadalajara, de la ville qui a été affreusement bombardée, là je me trompe. Guernica. Et puis la croix blanche renvoie à la tradition catholique. Bon. Alors voilà des gens qui se retrouvent dans les bras de la République. Alors d'ailleurs, c'est très important qu'ils étaient dans les bras de la République, parce que le pape a attendu que le Pays basque soit tombé avant de dire au clergé d'appuyer franchement les franquistes. C'est quand même assez remarquable. Mais les Basques donc, sont des catholiques plutôt traditionnalistes et qui développent un sentiment nationaliste depuis la fin du XIXe siècle. Pourquoi se retrouvent-ils républicains ? Eh bien parce qu'au tout début de la rébellion, ils se font agresser par les requetes navarrais qui leur reprochent justement d'avoir développé un nationalisme basque. Parce qu'il faut bien comprendre que ce nationalisme de la zone pyrénéo-cantabrique, en quelque sorte, il est unifié à la fin du XIXe siècle. Il se reconnaît à travers le carlisme. Donc pendant longtemps, les Basques et les Navarrais ont combattu pour les mêmes fueros. Et puis une divergence est apparue, comme il en apparaît souvent dans l'extrême droite, n'est-ce pas ? Et les Basques ont évolué vers un nationalisme qui leur était propre, en voulant se séparer des Navarrais, en disant si un jour Pays basque et Navarre deviennent indépendants, eh bien le Pays basque se séparera. Or les Navarrais ont considéré cela comme une trahison. Donc les requetes navarrais qui descendent de leur montagne commencent par fusiller les prêtres catholiques du Pays basque.
et par fusiller tous ceux qui veulent les défendre. Donc automatiquement, les nationalistes basques se retrouvent dans le camp de la République. C'est une question de survie pour eux. Et ensuite, en 1937, ils se retrouvent dans une poche complètement encerclée et ils sont réduits à néant militairement par les franquistes et les molistes, puisque le général Mola est mort à cette époque-là, mais ses troupes, les Requetes, aident les franquistes. Bon. Et donc à ce moment-là, voilà des gens qui se retrouvent prisonniers des franquistes et qui bien souvent sont passés par les armes. Alors mettez-vous à leur place. Ils sont dans un village catholique, on ne peut plus traditionnel, ils soutiennent leur curé, ils se font agresser par d'autres forces d'extrême droite, ils se retrouvent républicains, et après ils se font fusiller comme républicains par les franquistes. Ça devient totalement surréaliste. Et où est le romantisme là-dedans ? Moi, je vois des pauvres gens qui sont ballottés dans un événement qui les écrase et les dépasse, un peu comme Docteur Givago. Moi, la première fois que j'ai vu, parce que j'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film, et encore sur le tard, ma foi, j'étais déjà professeur. Et quand j'ai vu ce film, je l'ai reçu comme un coup de massue. Parce que tout ce que je savais du romantisme révolutionnaire, quand je suis sorti du cinéma, je l'avais perdu, comme j'aurais eu perdu mon portefeuille. Et alors après, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Par exemple, c'est pareil, la victoire de Dien Bien Phu. Alors on dit oui, les combattants vietnamiens, mais il faut voir que ceux qui sont dans les troupes de Ho Chi Minh font leur service militaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans des zones contrôlées par le Viet Minh, et ils sont obligés d'y aller, ils n'ont pas le choix. Où est le romantisme là-dedans ? Il y a la guerre, et puis il y a la nécessité de combattre. Il y a guère plus. C'est pour ça que ceux qui ont combattu là-dedans et qui demandent le droit d'être connus en tant qu'anciens combattants ont parfaitement le droit. L'Allemagne fédérale a bien donné une carte d'anciens combattants à ses soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui parfois étaient à la limite des unités d'élite un peu suspectes. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la carte d'anciens combattants à ceux qui ont combattu dans la guerre d'Espagne ? Donc là, on va enchaîner sur, et on reviendra plus tard sur justement le mouvement de ces écrivains qui sont engagés soit dans le combat directement, soit comme journalistes tel Arthur Koestler pour surveiller, pour raconter ce qui se passait. Alors dans le camp républicain, il y a des divisions qui vont l'empoisonner jusqu'à la fin. Donc toi Cyril qui a travaillé dessus, tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Au niveau du Parti communiste qui était effectivement quelques milliers de membres en 1936, et qui s'est développé petit à petit au sein de l'UGT, entre autres, au sein du gouvernement, en prenant des ministres, en finissant par réussir le coup de force après les journées de mai de Barcelone. Alors, justement, les journées de mai de Barcelone. Alors, qu'est-ce que c'était ? C'était un affrontement armé qui avait pour base, en fait, une altercation, si je puis dire, à la centrale Telefónica. C'est-à-dire que avait un responsable de la Généralité qui était gouvernement donc autonome catalan, la Généralité, qui avait un poste de police qui est venu saisir comme les locaux de la centrale Telefónica qui était à l'époque contrôlée par la CNT. Les anarchistes donc. Voilà donc anarchistes donc. Voilà donc ils ne sont pas trop laissés faire. C'était en plus vers 2h de l'après-midi, 1h en Espagne où on mange. Donc ils ont fait pas mal leurs trucs avec quelques camions. Ils sont arrivés. Bon, ils ont fini par essuyer quelques coups de feu. Ça a entraîné une bagarre qui a duré quelques temps, 2 jours avant qu'ils gagnent. Ce qui fait que ça s'est répandu dans toutes les rues, sans appel en fait de la CNT-FAI, puisqu'ils n'arrêtaient pas, entre autres, avec Garcia Oliver et plusieurs comme Federica Montseny, qui est venue elle-même, d'appeler au calme. C'est surtout, entre autres, les amis de Durruti, c'est-à-dire quelque chose de très minoritaire, mais qui essaie de conserver justement l'esprit de Durruti, à savoir être très révolutionnaire. Et le côté spontané a fait le reste, sachant qu'en même temps le côté communiste était plutôt organisé. Et apparemment, vu les documents qu'on a, si ce n'est pas eux qui l'ont créé, c'était du moins une politique engagée depuis 3 longs mois, si c'est pas 6, qui était de sape quotidienne des anarchistes, et qui a débouché sur une lutte armée qui les a totalement discrédités. Alors donc, dans ces journées, il y a eu tout un travail de sape, comme tu disais, politiquement, où on avait des agents d'influence soviétiques
et toute une série de propagandes, et là je connais bien le domaine puisque c'est le sujet de ma maîtrise, où il y avait des affiches où on démontrait on disait que les poumistes et la CNT étaient des crypto-fascistes, ce qui est quand même très drôle. On voyait par exemple une affiche avec un représentant du POUM avec derrière son masque enfin pas républicain, son masque d'agréable ami du prolétariat avait le masque terrible du fascisme. Donc on devait exterminer en masse ces chevaux de Troie, si je puis dire, de la Révolution espagnole, en tout cas de la République espagnole. Et les communistes ont notamment, parce que la propagande des anarchistes, de la CNT, c'était une propagande par l'exemple. Donc on a parlé de ces communes autonomes qu'ils avaient mis en place de production, et ils avaient une très bonne production dès que les communistes... Alors, en Cerdagne espagnole notamment, les anarchistes avaient pris le contrôle de la situation et ils avaient par exemple développé les œuvres sociales en utilisant les villas de villégiature qui avaient été abandonnées par leurs propriétaires légitimes, en les transformant en maisons du peuple, en dispensaires, en garderies, que sais-je encore. Oui, ou en école, oui. Et donc il y avait une expérience anarchiste très développée en Cerdagne espagnole. On a donc, dès que les communistes, à la limite, sont arrivés, ont reconquis le pouvoir, ils sont arrivés face à ces communes anarchistes de production, ils ont arrêté justement ces communes, et à la limite, ils ont redistribué les terres aux propriétaires encore vivants. Donc c'est assez amusant. On a à partir de 1937 ce basculement, il y a cette lente extermination à la limite de l'impulsion, de la véritable énergie qui était l'anarcho-syndicalisme et des milices telles le POUM, etc., au profit dès que les communistes... Alors, en Cerdagne espagnole notamment, les anarchistes avaient pris le contrôle de la situation et ils avaient par exemple développé les œuvres sociales en utilisant les villas de villégiature qui avaient été abandonnées par leurs propriétaires légitimes, en les transformant en maisons du peuple, en dispensaires, en garderies, que sais-je encore. Oui, ou en école, oui. Et donc il y avait une expérience anarchiste très développée en Cerdagne espagnole. On a donc, dès que les communistes, à la limite, sont arrivés, ont reconquis le pouvoir, ils sont arrivés face à ces communes anarchistes de production, ils ont arrêté justement ces communes, et à la limite, ils ont redistribué les terres aux propriétaires encore vivants. Donc c'est assez amusant. On a à partir de 1937 ce basculement, il y a cette lente extermination à la limite de l'impulsion, de la véritable énergie qui était l'anarcho-syndicalisme et des milices telles le POUM, etc., au profit d'une armée républicaine regroupée autour des communistes et des armes envoyées par l'Union soviétique. Mais déjà, il est trop tard et Staline a décidé donc d'abandonner la partie. On arrive en 1938. Bien que, sans vouloir t'interrompre, on peut dire quand même que Staline avait encore de l'armement en France en février-mars, c'est-à-dire il y a 60 ans précisément, qui était plus ou moins retenu en France. Donc en même temps, il continuait à essayer de donner du matériel. Tout n'a pas été donné, même en février 1939. Donc, oui, d'autant toujours que dans quand sa même, politique d'opportunisme qui est très la guerre se finit quand même à Madrid, puisque Madrid n'est toujours pas tombé. Et si Barcelone est tombé, Valence tient toujours. Et Negrin, qui doit être à Valence, si je me souviens bien, donne l'ordre aux troupes de Madrid de continuer le combat jusqu'au bout. Alors, dans quelle mesure Negrin est-il jusqu'au boutiste ? Tient-il ses ordres de Staline ou joue-t-il sa partie tout seul ? Parce que quand le navire prend feu et sombre, le capitaine peut jouer sa partie tout seul pour sombrer avec le navire. Alors, est-ce que Negrin joue cette partie-là ? Quoique lui-même réussit à passer la frontière, donc il va quand même pas jusqu'au bout avec le navire, mais il donne l'ordre de combattre jusqu'au dernier homme. Et finalement, ce sont les officiers de l'armée régulière républicaine qui font un putsch contre lui et qui traitent avec Franco, notamment pour essayer d'avoir la liberté et la vie sauve pour leurs soldats qui n'ont pas été pris sur le champ de bataille. Franco, d'ailleurs, s'est bien gardé de tenir la promesse. Mais vous voyez que
effectivement, Staline, officiellement, abandonne la partie à l'automne 1938, mais en même temps, au début de 1939, les jusqu'au-boutistes sont des communistes. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est très complexe. Moi, j'avoue que je n'y vois pas très clair. La fin de l'émission approche et c'est bien dommage parce qu'il nous reste presque plus de temps pour aborder l'actualité de la guerre d'Espagne aujourd'hui, si actualité il y a. L'actualité est toujours là parce que Arte a montré un reportage sur une ville d'Andalousie où les hommes de gauche ou suspectés d'appartenir à la gauche, voire même au centre, ont été fusillés par les franquistes. Et il y avait des mares de sang qui sortaient de la place centrale qui est un peu sur une espèce de petit promontoire. C'est-à-dire que la place est surélevée par rapport aux maisons. Et même encore maintenant, les familles de gauche ne passent pas à cet endroit qui leur rappelle la boucherie. Et dans la même ville, les fusillés de gauche ont été enterrés dans une fosse commune sans avoir leur nom. Et alors, il y a une polémique à la municipalité parce que il y a eu une plaque qui a été apposée dans je ne sais plus quel lieu public de la ville qui montre qui représente la liste des otages de droite qui ont été fusillés par les militants de gauche. Et alors, il y a une polémique qui traverse la population. Faut-il y ajouter la liste de ceux qui ont été fusillés par les franquistes ? Ça paraît très logique, puisqu'après tout, si on considère que la guerre est un événement qui tombe sur la tête, on met les deux listes. Et puis chacun choisit son camp ou pleure de son côté. Bon. Eh bien non, il y a des gens qui préfèrent ne pas avoir de nom du tout, plutôt que de voir le nom de l'adversaire. Donc vous voyez que malgré les efforts de Juan Carlos et de la monarchie démocratique, eh bien la guerre est toujours très présente et très traumatisante. Alors précisément, est-ce que cette actualité-là doit se restreindre à un traitement, dira-t-on, du traumatisme, à continuer à essayer un peu quelque part de cultiver le culte de la défaite, ce dont on parlait tout à l'heure ? Parce que s'il est vrai que la guerre d'Espagne l'Espagne de cette époque-là fut le théâtre effectivement d'une guerre épouvantable et abominable, je crois qu'elle a été aussi un laboratoire particulièrement instructif. Et notamment, Jean-Marcel y faisait référence tout à l'heure, à l'expérience autogestionnaire du Barcelone et de la Catalogne des années 30. Et je pense que quelque part là aussi, on pourrait essayer de donner un sens un peu plus moderne, essayer à ce niveau-là de déceler quelque part l'actualité de la guerre d'Espagne et de déceler quelque part l'actualité de la guerre d'Espagne et pour une raison assez simple en fin de compte. Nous sommes à une époque où l'on ne peut que constater de voir le communisme agoniser sous les décombres de l'histoire et également de constater une véritable crise existentielle du capitalisme, paraît-il que même jusqu'à Davos l'on doute. Donc à cette époque où nous sommes placés devant l'impératif d'essayer de trouver de nouvelles voies et certainement pas les troisièmes voies à la Tony Blair, peut-être serait-il intéressant d'essayer de se pencher vers ce que furent les expériences autogestionnaires en Catalogne qui ne furent pas le gentil désordre tel que l'inspire en général l'action et la pensée anarchiste. Mais moi, je voudrais me retourner plutôt vers le passé que vers l'avenir, parce que les formes d'autogestion en Catalogne correspondent à un trait de culture catalan. Parce que la vie communautaire, notamment dans les montagnes catalanes, c'est quelque chose qui a structuré les sociétés au cours de l'histoire, pendant l'époque moderne, lors des temps médiévaux. Pensez par exemple qu'après la Reconquista, la monarchie a pu créer des grands domaines dans le sud de l'Espagne, mais jamais en Catalogne. Quand les fermages se sont développés, c'était des petites parcelles qui étaient louées à des paysans, bon, avec des loyers prohibitifs peut-être, mais il y avait la contrainte, si vous voulez, de conserver la petite exploitation. Et cela tient au fait qu'effectivement, dans la tradition catalane, et notamment dans les montagnes, l'organisation communautaire est un héritage de l'histoire. Conclure peut-être, sans doute, à en juger par les regards noirs que l'on nous jette depuis... Noir et roux, et pas noir et rouge comme la CNT. Donc peut-être en suggérant quelques lectures, Nicolas, moi je songeais notamment à ce témoignage très intéressant
c'était aussi du journalisme puisqu'il a été rédigé en 1938 par George Orwell, l'hommage à la Catalogne, qui permet d'avoir un regard très intéressant de la part d'un membre du Labour Party, donc proche du Parti communiste. Et qui était engagé en POUM, dans le POUM. Exactement, donc sur les dissensions, le les dissensions à l'intérieur du camp républicain, mais également sur ces expériences d'autogestion en Catalogne. Et c'est très intéressant de voir aussi que quelque part, il y avait de espagnol de Ramon Sender, qui est un récit sur la guerre d'Espagne absolument passionnant. C'est très court, c'est chez Babel, ça se lit très bien. Aussi à signaler le fameux d'Ernest Hemingway, Pour qui sonne le glas. Intéressant aussi, une vision un peu romanesque. Et le film aussi. Et le film aussi de je ne sais plus qui, mais avec Ingrid Bergman qui est particulièrement délicieuse. Mais passons. Et le Arthur Koestler, Testament avec la mort, Dialogue avec la mort, le testament espagnol qu'on peut trouver en livre de poche et en tout cas dans l'œuvre autobiographique chez Bouquin de Arthur Koestler. Voilà, je vais conclure cette émission en disant au revoir.